Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des puits de la mort font une nouvelle victime à Koutaba, dans le département du Noun, en fuyant des bruits d'une moto. Un enfant de 6 ans a perdu l'équilibre avant de tomber dans une fosse et la chute a été fatale. Ces drames se multiplient dans cette localité et remettent au goût du jour la construction anarchique des puits d'eau et des fosses septiques dans cette localité. Alors que le gouvernement privilégie la contre-offensive militaire sur le théâtre de la crise anglophone, la société civile et l'opposition sont plus favorables à la mise en place d'un dialogue constructif national et inclusif pour traiter des causes profondes de cette crise sociopolitique. Mais les actions de blocus et de boycott du SDF au Parlement sont-elles capables d'influencer le pouvoir en place? Le ministre du shadow cabinet du SDF en charge de l'information est l'invité de ce journal. Nous ferons également le point sur l'ambiance à l'Assemblée nationale en raison d'une session plénière qui s'est tenue ce mardi. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces puits de la mort qui font une nouvelle victime à Koutaba, localité située dans le département du Noun, en fuyant les vaubrissements d'une moto. Un garçon de 6 ans a perdu l'équilibre avant de tomber dans une fosse abandonnée. La chute a été fatale pour cet enfant. Les autorités administratives se plaignent de la multiplication de tels drames, lesquels remettent au goût du jour la construction anarchique des puits d'eau et des fosses septiques dans cette localité. Mama Soufor d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Sur cette image, le corps inerte du petit Mamadou Sani, 6 ans. Sa dépouille vient d'être repêchée du fond de ce puits abandonné. À première vue, c'est une chute à plus de 15 mètres de profondeur qui aurait coûté la vie au garçonnet. Cet homme, à côté du gendarme enquêteur, c'est Oumarou, le papa du défunt. Le pauvre est presque sans voix. Selon des témoignages, c'est un cri strident de l'enfant dans sa chute qui alerte le voisinage. Quand la moto s'est sortie comme ça, l'enfant fuit la moto. Il y a un grand petit qui vient derrière. Après, le père est parti regarder comme ça. Il dit que tu ne regardais pas passer. Quand il est tombé, il ne pouvait pas regarder. C'est le père là qui me dit que la mère, il a quitté la mère, il dit que tu ne regardais pas là-bas. Il dit que c'est l'enfant qui est tombé. C'est une 7e victime de trop des suites de mort accidentelles dans un puits. Telle que la situation est récurrente, on comprenne un acte pour demander à toutes les populations de Koutaba de sécuriser leur puits, de prendre les autorisations, de mettre en place des puits à partir de la mairie. Je crois qu'à partir de cela, nous allons définitivement éradiquer ce problème. Pour cet homme, le manque d'eau à Koutaba est à l'origine de la prolifération des puits de la mort dans les quartiers de la ville. Now that also we get for Dika before we go get water for dam. If go no give we water, we never get water. So nothing where they make all we picking the die now for inside well. Au cours de la réunion de crise entre le maire Ibrahim Koutabtou et des dignitaires du quartier Tenji, un comité vient d'être constitué pour assurer le suivi de l'arrêté municipal imposant désormais la sécurisation de tous les puits et autres fosses de la mort dans la ville de Koutaba. Encore un espace marchand victime d'un incendie. La scène se déroule dans le 3e arrondissement de Douala. Près de 6 boutiques ont été ravagées par les flammes et la cause de l'incendie serait le court-circuit provoqué par un retour brusque de l'énergie électrique. Des précisions avec Donald Anouzoa et François Dicomé.
Voici ce qui reste après le grave incendie qui a ravagé un carré de 6 boutiques contenant des céréales et des vivres secs au marché de Niala-Château dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les populations arrivées sur les lieux peu avant l'intervention des sapeurs-pompiers racontent les circonstances du drame. Aux environs de 21h, on m'a annoncé qu'il y a un incendie qui se passe au niveau du château. Et moi-même, comme j'ai ma petite boutique dans les environs, je suis arrivé d'abord pour voir si vraiment il n'a pas été touché. On m'a dit que c'est les fils de courant. Dans le bus, on m'appelle, on me dit que voilà ton contact est en train de brûler. Entre temps, alors je passe là, comme une doigt là, Yaoundé, je vois le feu. C'est là où je m'arrête. Je viens et constate que mon contact est en train de brûler. Quand je viens, non, alors je vois que c'est à tout prix. Il y avait les sapeurs-pompiers, tout ça là. Bon, j'ai essayé de voir si je pouvais récupérer certains trucs, mais ça avait tout pris, feu, donc il n'y avait plus rien à récupérer, quoi. La furie des flammes a été sans pitié pour ces commerçantes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Elles perdent ainsi tout espoir de faire de bonnes affaires en ce mois marqué par les préparatifs des fêtes de fin d'année. Moi, c'est parce que la maison où j'habitais, on ne fait pas un an que je suis sorti. Donc il y avait tout le reste des choses encore là. Plus mon magasin, donc tout ça c'est à terre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne connais pas prêter l'argent pour faire le marché. Je ne connais pas. Sinon, je pouvais aller même quelque part prêter l'argent pour faire le marché. Je me débrouille. Tout est par terre, je ne sais pas. Je vais d'abord rester comme ça en attendant. Si aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, les dégâts matériels par contre avoisineraient plusieurs millions de francs CFA. Des sommes faramineuses brassées dans cet espace marchand dépourvu de voies d'accès et de bouches d'incendie. Les boutiques ici sont construites en matériaux provisoires avec à la clé des installations électriques peu sécurisées, véritables portes ouvertes aux sinistres de toute nature. Des enfants réfugiés qui se soucient de ces orphelins, des soldats tombés sous le champ d'honneur au Cameroun. Des cadeaux ont été remis au général de division commandant de la 2e région militaire interarmée ce mardi. Un geste des enfants du primaire de l'arrondissement de Douala 1er et ceux des réfugiés qui a été apprécié par les responsables du haut commandement militaire dans la 2e région militaire interarmée. Cette opération de cœur des enfants a été adressée à l'endroit d'autres enfants qui sont des orphelins, des soldats tombés sous le champ d'honneur. Cela marque la 32e journée internationale du volontariat et de la solidarité, une cérémonie de remise des dons qui a été présidée par le secrétaire général des services du gouverneur du littoral. Je vous propose à présent d'écouter le secrétaire général de la région du littoral, Thierry Nkinnounana, qui revient sur cette cérémonie. Le commentaire, c'est déjà une sensation de joie, une sensation de bonheur, de satisfaction quant à l'esprit de solidarité, quant à l'esprit, n'est-ce pas, d'intégration nationale dont fait montre ces enfants à travers, n'est-ce pas, le geste qu'ils ont eu à faire à l'armée camerounaise. C'est une cérémonie qui, il faut le dire, a été d'un genre particulier. On a vu, comme je le disais tantôt, des enfants démontrer, n'est-ce pas, toute leur solidarité à l'encontre, n'est-ce pas, des enfants, des soldats tombés au front. C'est juste pour vous dire que moi-même j'ai subi ce genre de choses. Je sais que perdre un parent, ce n'est pas facile. J'ai aussi perdu mes parents pendant les guerres. Et si les enfants perdaient leurs parents pendant ces guerres, c'est bien de les réconforter. Et je les ai offert ce cadeau. Franchement, c'est plus profond de mon cœur. Parlons à présent de ces militaires tombés sous le champ d'honneur sur le théâtre de la crise anglophone. La Commission nationale des droits de l'homme condamne l'escalade de la violence dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle appelle le gouvernement à mener des enquêtes pour identifier les auteurs de ces attaques meurtrières et les traduire en justice, alors que le gouvernement privilégie une contre-offensive militaire sur le théâtre de la crise. La Commission nationale des droits de l'homme est plus favorable à un dialogue constructif pour traiter des causes profondes de cette crise. Nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal avec le ministre de l'Information du Shadow Cabinet du SDF qui évoquera le blocus et le boycott mené par des députés de ce parti politique à l'Assemblée nationale.
dans le reste de l'actualité. Ils sont 100 jeunes entrepreneurs camerounais qui s'inspirent du modèle israélien dont l'industrie high-tech est l'une des plus performantes dans le monde. L'on note que des stratégies de conception, d'innovation et de commercialisation de ce savoir-faire leur ont été présentées durant une formation initiée grâce à la coopération entre le Cameroun et Israël. Des précisions avec Marcelin Gansop dans ce reportage. Ils ont relevé le premier défi en réussissant à inscrire leur nom parmi les 100 jeunes entrepreneurs réunis à Yaoundé. Leurs projets sont aussi ambitieux que l'engagement et la volonté qui les animent de se faire une place au soleil dans le domaine de la haute technologie et de l'innovation. L'un c'est sur l'agriculture et l'autre c'est sur un nouveau domaine économique qu'on appelle la crypto-monnaie. Vous savez qu'avec le phénomène du réchauffement climatique, les pluies ne sont plus constantes et même au niveau de la fréquence. Donc pouvoir produire même à contre-saison implique le high-tech. À travers ces opportunités, nous allons accompagner les jeunes. Comment avoir des financements au niveau de TIC, comment investir à travers l'économie numérique et comment vendre aussi les produits à travers les TIC. Il s'agit pour la plupart de jeunes entrepreneurs assoiffés de réussite qui ont parfois besoin juste d'un déclic pour voir leurs rêves devenir réalité. L'ambassade d'Israël balise le chemin de cette réussite à travers cette formation de 4 jours sur l'entrepreneuriat en haute technologie et l'innovation. We identify potential partners. This is what we want to do together. Israël s'est rendu compte que ce secteur est porteur et qu'il y a urgence de s'investir là-dedans. Nous sommes au moins fiers pour au moins 3 raisons. C'est que aujourd'hui, on se rend compte que les participantes femmes sont plus nombreuses parce que partout aujourd'hui dans le monde, il faut encourager l'entrepreneuriat des femmes. Because I think it's very important for every society in the world to promote women in high tech. Le défi est suprême, celui de créer une dynamique productive de formation et d'appui en faveur des jeunes entrepreneurs, ceux dans les domaines de la haute technologie. Cette initiative, spécialement, nous l'apprécions parce qu'elle touche un domaine sensible à la politique économique du Cameroun, le domaine qui est l'entrepreneuriat et l'innovation. Aujourd'hui, le high-tech est venu globalement occuper le terrain. Nous pensons que c'est une excellente initiative et le gouvernement accompagnera l'État d'Israël qui fait ces formations dans notre pays. Nul doute que parmi les 100 participants émergeront quelques génies dont les compétences sont déjà reconnues. Des entrepreneurs qui vont puiser à la source de l'expertise israélienne, dont l'industrie high-tech est l'une des plus performantes dans le monde entier. Restons à Yaoundé où le transport urbain de masse a repris vers la fin de matinée. Des bus sont sortis pour effectuer l'embarquement et le transport des passagers dans les différentes artères de la capitale. Une situation qui s'est quelque peu décrispée après une première réunion présidée par le sous-préfet de Yaoundé Premier. Les dirigeants de cette structure et les grévistes, réunion tripartite. Cependant, le climat social pourrait encore se détériorer car les modalités d'apurement des arriérés de salaire des employés de cette entreprise n'ont pas encore été réglées. Une réunion de crise se poursuit jusqu'à 7 heures selon nos dernières informations. Et les populations du département du Cam qui fondent leur espoir en l'installation d'un nouveau procureur de la République au regard de cette localité et ce département qui vit au rythme de nombreux litiges fonciers. Des précisions avec Gladys Sidier dans ce reportage. Laïdemba Abacha, procureur de la République, près les tribunaux de grande instance du Cam et de première instance de Yabassi, installé dans ses nouvelles fonctions. Son parcours parle pour lui. L'homme originaire de Yagua, dans son nouvel univers, devra s'attaquer à 2 problèmes principaux, les litiges fonciers et le grand banditisme. Monsieur le procureur de la République, vous avez dirigé un parquet dans une zone caractérisée par une criminalité spéciale dont les principales infractions sont domestiques, à savoir le vol, l'escroquerie, les crimes capturés, sans oublier les pratiques de sorcellerie. Les statistiques enregistrées il y a 2 ans, statistiques sur le volume des affaires inscrites dans les rôles de cette juridiction, le contentieux foncier
et de 65% en matière pénale et 80% en matière civile. Cet état de choses n'a pas changé. Tout au contraire, les informations communiquées à mon parquet général permettent de constater une augmentation considérable. Le nouveau procureur entend travailler en étroite collaboration avec les populations du département d'Unkam. À l'endroit des populations du département d'Unkam, c'est un soutien loyal, inconditionnel. Je puis assurer à ces populations que le parquet de Yabassi reste ouvert et qu'à tout moment, mes collaborateurs et moi-même sommes disposés à les écouter et à rendre une justice saine avec beaucoup de responsabilités. Les populations du département du Gam attendent maintenant de juger le maçon au pied du mur. Plus de 1000 ménages sensibilisés sur les modes de transmission du VIH-Sida durant une campagne de dépistage gratuite organisée par SOS Village d'Enfants. L'accent a été mis sur la transmission de la maladie entre la mère et l'enfant. Reportage de Gladys Sidier. Malgré la multiplication des campagnes de dépistage du VIH-Sida et la sensibilisation faite autour de cette maladie, plusieurs Camerounais estiment qu'il est préférable de ne pas savoir si on est porteur du virus ou pas parce qu'il s'agit d'une maladie incurable. Ça ne sert à rien de se faire dépister alors qu'on ne peut pas prendre soin de ceux dont on dépiste. Tout ça, à longue, les antirétaux créent plutôt autre maladie plus que le sida, comme l'insuffisance rénale. Mais on ne le dit pas. Mais pourquoi le faire alors qu'on doit se soigner? Pourtant, selon les médecins, il est important de connaître son statut sérologique. La sensibilisation de proximité est une méthode adoptée pour passer le message sur la lutte contre le VIH-Sida. Au début, nous avons vu une population assez réticente, mais au fur et à mesure que le temps passe durant ces 4 à 5 jours de campagne, nous voyons une émulation collective et de plus en plus des populations qui s'impliquent. On s'est rendu compte que c'est un peu difficile. Quelqu'un avec qui tu es tous les jours, il préfère partir dans un centre qui est éloigné de son lieu de résidence pour faire le test. Parce qu'il se dit, l'infirmière qui est là-bas me connaît déjà. Les mécanismes de prévention à travers les multiples campagnes de sensibilisation sont présentés aux populations avec des échanges qui permettent aux uns et aux autres d'avoir les dernières informations sur la maladie. C'est le cas pour plusieurs femmes qui ont été sensibilisées sur la transmission de la maladie de la mère à l'enfant. J'encourage et j'exhorte toute la population, jeunes, moins vieux, adultes, à se faire dépister parce que le sida, il est là, il est présent, on vit avec. La particularité de SOS Village d'Enfants Cameroun dans ses programmes, dont le programme de renforcement de la famille, réside dans sa vocation à prendre en charge ces enfants-là qui ont perdu toute prise en charge parentale, ces enfants qui courent le risque de perdre cette prise en charge-là. Il s'agit communément des enfants orphelins, des enfants handicapés, et nous mettons également l'accent sur les familles qui sont essentielles pour le bien-être et le développement de cet enfant. Le taux de prévalence du VIH-Sida a certes baissé, mais les médecins recommandent vigilance et surtout l'adoption des comportements sexuels responsables. C'est la fin de l'examen de la loi de finances 2018 en commission à l'Assemblée nationale. Reste attendu le débat en plénière et cette séance plénière est très redoutée par des députés du parti au pouvoir en raison d'un blocus et d'un boycott mené par des députés de l'opposition, notamment ceux du SDF, qui revendiquent l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone. Ils avaient déjà manifesté au début de cette session parlementaire de novembre 2017, empêchant le Premier ministre, chef du gouvernement, de pouvoir présenter le programme économique, social, culturel et politique du Cameroun pour le compte de l'année 2018. Ils sont également illustrés par leur absence durant les séances de questions orales adressées aux membres du gouvernement. Mais ce que l'on redoute le plus à l'Assemblée nationale, c'est un nouveau blocus lors de l'examen de la loi de finances, projet de loi de finances 2018 à l'Assemblée nationale. Comment s'est terminée cette l'une des premières étapes en commission des finances? Compte rendu avec Guy Zogo. C'est un oral haletant auquel ont été soumis les ministres devant la commission des finances et du budget jusqu'à ce 5 décembre. Au sortir de cette épreuve, les examinés se montrent à leur avantage.
Le ministre de l'Agriculture souligne le travail fait dans les programmes conduits par son département ministériel. En ce qui concerne les programmes et projets opérationnels du MENADER, ce que nous avons promis l'année dernière a été fait, à savoir une restructuration de ces programmes, une évaluation, et nous les avons déclinés de façon à en améliorer l'efficacité, en mettant l'accent notamment sur ce qui concerne la production de semences de qualité à haut rendement, pour intensifier la production agricole nationale. De plus, il annonce un grand rendez-vous autour des questions agricoles. Qui a un temps fort en perspective, qui permettra que ce qui se fait à travers les différents départements ministériels soit mis en œuvre en musique, c'est une table ronde sur la culture camerounaise. Au ministère des Postes et Télécommunications, un plan de redressement de la Poste est annoncé. Nous sommes en train de travailler pour que la Poste soit un centre de vie sociale, d'inclusion financière. Dans les prochains jours, il y a un plan de redressement de la Poste pour qu'elle puisse offrir des services innovants qui rencontrent les attentes des usagers. Mieux, on y fait la promesse que la Poste revivra. La Poste va revivre, même dans les coins isolés, et une dimension financière, une dimension physique, parce qu'il faut bien délivrer le courrier des motifs d'adressage électronique au niveau de l'inclusion financière. C'est le métier même de la Poste, et dans les prochains jours, c'est un travail de fond qui est en train d'être fait. Pour sa part, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières entend s'impliquer davantage dans la contribution au budget de l'État. Nous allons mettre un accent sur ce que nous pouvons appeler des nouvelles priorités. Nous avons cette priorité sur la contribution des recettes domaniales au budget de l'État. Nous allons également mettre un accent sur l'amélioration du climat des affaires. L'année dernière, on a déjà apporté quelque chose sur l'amélioration du classement du Cameroun dans le Doing Business. Nous allons poursuivre cela avec des actions spécifiques. La grand-messe de l'examen du budget bouclé devant la commission du budget de l'Assemblée nationale, c'est désormais l'adoption de celui-ci en plénière qui est prévue. Le gouvernement propose une enveloppe globale de 4 513 milliards de francs CFA, soit 2 195 milliards pour le fonctionnement, 1 291 milliards pour l'investissement et 1 027 milliards pour la dette publique. Cette enveloppe devrait être confirmée, même si quelques rebondissements ne sont pas à exclure. Les actions de blocus et de boycott des députés SDF restent redoutées à l'Assemblée nationale, mais quels sont leurs effets sur la politique du gouvernement qui a privilégié la contre-offensive militaire sur le théâtre de la crise anglophone, alors que des voix s'élèvent au sein de la société civile et l'opposition pour demander la mise en place d'un dialogue politique national. Nous en parlerons en deuxième partie de ce journal avec le ministre du chef de cabinet du SDF chargé de l'information, Robert Wafoué, l'invité de ce journal. Mais avant, le sport avec cette annonce de la résiliation du contrat du sélectionneur-entraîneur des Lions indomptables. Cette nouvelle divise les acteurs du football camerounais. Certains n'y croient pas vraiment. Ils attendent la confirmation du ministre des Sports qui est le destinataire des résolutions du comité de normalisation de la FECAFOOT. Cependant, d'autres estiment qu'au regard des résultats peu reluisants de ce technicien belge, il aurait dû être limogé il y a bien longtemps. Élisée Bokba et Ike Cyril. Hugo Broos, limogé par le comité de normalisation de la FECAFOOT. Certains acteurs du football en doutent encore, d'autant que le document qu'il annonce est un courrier interne adressé au ministre des Sports et de l'Éducation physique et non à l'intéressé lui-même. Pour moi, on n'a pas encore limogé Hugo Broos. Je crois qu'il s'agissait d'une correspondance qui essayait de dire à M. Hugo Broos que son contrat ne sera pas renouvelé quand il arrivera à terme. Donc, pour l'instant, il n'a pas été limogé. Malgré ces mises en garde, il est clair que Hugo Broos n'officiera plus sur le banc de touche des Lions indomptables. De l'avis de certains observateurs, le ministère des Sports et de l'Éducation physique serait même derrière cette manœuvre. C'est un arrangement interne. Ça a été fait depuis.
Si c'est l'État qui paye, c'est l'État qui demande à la nomination, faites un courrier parce que pour que ce soit légal. Parce que le ministère de la Jeunesse et des Sports ne peut pas écrire à un entraîneur. Sur le plan juridique de la FIFA, ça ne passera pas. Donc, elle n'a fait que faire le travail qu'on a demandé. Il fallait que le courrier la parte. Son patron était tombé, donc son patron c'est la FECAFOOT. On a demandé à la FECAFOOT de faire la lettre. D'aucuns pensent que le licenciement arrive même un peu tard. Le technicien belge aurait dû être débarqué bien plus tôt au regard de ses résultats peu satisfaisants malgré la CAN remportée au Gabon. Au regard même d'ailleurs de la participation de la CAN, tout le monde a décrié. Vous savez, on avait déjà attiré son attention sur le fait que ce n'est pas une équipe qui peut durer. Comment comprendre que l'équipe avec laquelle nous avons joué la finale de la CAN, en l'occurrence l'Égypte, puisse être qualifiée pour la Coupe du Monde 4 mois ou 5 mois plus tard et que nous n'en soyons pas qualifiés. Les performances de notre équipe après la CAN et avant la Coupe des Confédérations nous avaient déjà donné des signes d'un affaiblissement notable. Avec le départ annoncé de Hugo Broos, une page de l'histoire des Lions indomptables se referme, en attendant que s'ouvre celle relative à la préparation de la CAN 2019 au Cameroun. Alors que le gouvernement privilégie une contre-offensive militaire sur le théâtre de la crise anglophone où des attaques ont été perpétrées contre des forces de sécurité, l'opposition et la société civile appellent à un dialogue constructif, national et inclusif pour traiter des causes profondes de cette crise. Mais les actions que mène le SDF à l'Assemblée nationale peuvent-elles influencer le pouvoir en place? On en parle dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau le ministre du Shadow Cabinet du SDF chargé de l'information, Robert Wafo. Bonsoir. Bonsoir Cédric Moufélé, bonsoir à tous les téléspectateurs du 20h. Vous avez suivi le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense qui a expliqué devant les parlementaires l'enjeu du renforcement des dispositifs sécuritaires dans les régions anglophones, l'objectif étant de mettre hors d'état de nuit ceux que le chef de l'État a qualifié de terroristes sécessionnistes. Que pensez-vous de cette gestion de la nouvelle escalade de la crise anglophone? Tout d'abord, je tiens à préciser que le SDF condamne, n'est-ce pas, toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, notamment que ce soit du côté, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité, ou à l'autre côté des civils désarmés. Bon, voilà, il est clair que la crise a pris une nouvelle ampleur, avec la mort, n'est-ce pas, de certains éléments de nos forces de défense et de sécurité. C'est triste. Le SDF, par ma voix, n'est-ce pas, adresse ses condoléances aux familles durement éprouvées, et ainsi qu'à ceux qui sont morts, n'est-ce pas, depuis le déclenchement de cette crise, qui, en principe, aurait pu être tempérée si on avait, n'est-ce pas, mis sur pied des mécanismes de dialogue, et si également, bien avant cela, on avait appliqué tout simplement les textes sur la décentralisation. Bon, voilà. Il se trouve que, n'est-ce pas, au niveau de Yaoundé, il y en a qui ne veulent pas lâcher du lest. C'est ça qui est la réalité. Mais le gouvernement estime aujourd'hui que face à ces attaques perpétrées contre des forces de sécurité dans le sud-ouest et le nord-ouest, ces deux régions anglophones, il faut renforcer le dispositif sécuritaire, il faut une réponse militaire forte contre ceux qui sont des sécessionnistes terroristes, pour reprendre les propos du chef de l'État. Est-ce que vous soutenez cette initiative? Non mais écoutez, moi je suis un républicain et puis il faut que ce soit clair, le SDF n'est pas un parti va-t-en-guerre, pas du tout. Donc bon voilà, si le chef de l'État prend sur lui, n'est-ce pas, de proclamer la guerre, n'est-ce pas, contre ces sécessionnistes, ces adeptes de la sécession que nous proscrivons par ailleurs, on est tout simplement surpris de ce qu'il fasse cette déclaration, n'est-ce pas, sur le tarmac de l'aéroport. Il aurait pu, n'est-ce pas, faire cette déclaration dans une solennité appropriée et républicaine, ou tout simplement aller rencontrer le Parlement, comme ça se passe dans tous les pays qui se respectent, avant d'engager le Cameroun dans une guerre. Bon voilà, bon maintenant, le président de la République a décidé d'aller en guerre. Contre qui? On dit contre les sécessionnistes. Il faudrait déjà, n'est-ce pas, les identifier. Il ne faudrait pas qu'il y ait des exactions qui soient commises, que tout soit commis, n'est-ce pas, que tous les actes qui sont posés là-bas respectent, n'est-ce pas, les droits humains. Je veux parler dans les droits de l'homme, parce que le Cameroun a ratifié certaines conventions internationales. Bon voilà. Donc, on a suivi la commission, je vous en prie, on a suivi la Commission nationale des droits de l'homme
qui estiment que le gouvernement doit privilégier la piste des enquêtes pour identifier les auteurs des actes et les traduire devant la justice dans le respect des droits de l'homme. Qu'en pensez-vous? Non, je suis tout à fait d'accord avec la Commission nationale des droits de l'homme. Si vous suspectez quelqu'un d'être terroriste, il n'appartient pas, n'est-ce pas, au gouvernement de la République d'établir le fait qu'il soit terroriste. Il faut bien évidemment que cette personne arrêtée soit traduite devant les tribunaux. Le Cameroun a ratifié plusieurs conventions en la matière et c'est la raison pour laquelle, et il le faut, pour éviter, n'est-ce pas, des exactions, des règlements de compte, parce que là où on va là, avec, n'est-ce pas, la 5e colonne qui est constituée, n'est-ce pas, de Vatangere, n'est-ce pas, depuis Yaoundé, nous avons bien peur, n'est-ce pas, nous au niveau donc du SDF, qu'il y ait des dérives qui soient observées de ce côté. Donc, mais oui, combattre, n'est-ce pas, ceux qui prennent des armes pour se retourner contre la République, mais que ce soit fait dans les règles de la... On a une justice, on rend justice, n'est-ce pas, au nom du peuple, il faut le faire, il faut tout simplement le faire. Mais la stratégie militaire est-elle suffisante? Ça fait déjà 1 an que cette crise s'enlise. On a suivi des ONG internationales qui ont interpellé le gouvernement sur les risques d'une insurrection armée. Est-ce qu'on pouvait éviter qu'on en arrive à ces attaques attribuées à des terroristes sécessionnistes? Tout d'abord, je vais dire que cette guerre-là, qui a été déclarée, n'est-ce pas, peut provoquer plutôt un effet contraire, recherché. Parce qu'il y a un risque que, n'est-ce pas, dans ces 2 régions, du nord-ouest et du sud-ouest, qu'il y ait, n'est-ce pas, des zones de non-droit, avec la présence, n'est-ce pas, des rebelles du delta du Niger. Il y a également un risque qu'il y ait une prolifération des armes à feu, parce que vous savez très bien que quand il y a, n'est-ce pas, une guerre qui est déclarée dans un pays, surtout quand le peuple, surtout quand les dirigeants, n'est-ce pas, déclarent la guerre contre une partie du peuple, il est fort à parier que des mercenaires, n'est-ce pas, vont se mêler à cette affaire. Et puis également, quand il y a la guerre, il n'est pas du tout aisé pour le gouvernement d'avoir le contrôle, n'est-ce pas, sur certains aspects de la vie, notamment les aspects sécuritaires et économiques. Sur le plan économique et sécuritaire, c'est pas facile. Et puis si cette guerre s'enlise, si elle met long, il y a également un risque que les populations se retournent, n'est-ce pas, contre nos forces républicaines et d'ailleurs même deviennent hostiles, n'est-ce pas, à nos éléments de défense et de sécurité. Non, mais pour l'instant, le gouverneur du Sud-Ouest estime que les populations saluent la présence des forces de sécurité dans cette région et dans les différentes localités. Mais sur cet aspect militaire qui n'a pas réussi à régler le problème de la crise, l'on voit le SDF qui tente d'obtenir par tous les moyens politiques un débat parlementaire à l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, le gouvernement qui s'engage sur une option militaire. Est-ce que votre mouvement est ignoré par le gouvernement? Est-ce que vous vous sentez ignoré? Non, nous n'avons pas besoin de savoir si nous sommes ignorés. Pas nous posons un acte, nous avons posé un acte républicain. Un acte hautement républicain et fort. Et c'est depuis le début de cette crise que nous avons cessé de dire, M. Seydi Noufélé, qu'il fallait un dialogue national inclusif. N'est-ce pas? Pas seulement sur la forme de l'État, mais également sur la gouvernance politique et économique. On n'a pas été entendu. Parce que si on l'avait fait, par exemple, si on avait organisé ce dialogue-là, national inclusif, on aurait mis sur la table 2 options. C'est-à-dire que soit ceux qui sont pour la décentralisation, on aurait mis la décentralisation sur la table, et on aurait également mis le fédéralisme, et tout le monde se serait accordé tout au moins. Tout au moins, les hommes de bonne foi, je vous en prie, les hommes de bonne foi seraient accordés tout au moins sur ce que la décentralisation a lamentablement échoué, M. Seydi Noufélé. Si on avait mis sur pied la décentralisation, il ne faut pas regarder là où on a chuté, il faut regarder d'où on a glissé. Si on avait mis sur pied cette décentralisation, il n'y aurait pas eu la tectonique politique qu'on observe aujourd'hui jusqu'au niveau du commandement à Yaoundé, n'aurait jamais atteint cette ville. Parce que voyez-vous, M. Seydi Noufélé, où sont passés les conseils régionaux? M. Seydi Noufélé, qu'est-ce qui peut justifier alors que le Cameroun a opté pour la décentralisation depuis 1996, c'est inscrit dans la Constitution de janvier 1996, que jusqu'aujourd'hui, au niveau de taux de prélèvement obligatoire sur l'ensemble du territoire, que l'État central, c'est-à-dire Yaoundé, concentre à lui seul 85,5% du taux de prélèvement obligatoire contre 6,5% à 14 communautés urbaines dirigées par des délégués du gouvernement nommés et uniquement 2,6% à 360 communes dirigées
par des maires élus. C'est de ça qu'il est question. Mais dans justement, dans une assemblée nationale où le RDPC, le parti au pouvoir, est majoritaire, qu'est-ce qu'un débat parlementaire peut changer dans ce contexte où il faut aller certainement au vote et où les députés du parti au pouvoir sont majoritaires par rapport à ceux du SDF? Et c'est justement là où les députés du RDPC ont raté le coach. Parce qu'ils sont majoritaires, qu'ils doivent refuser de se saisir des sujets d'intérêt national. Et c'est ce que le SNA ne cesse de rappeler à travers le règlement intérieur, que ce soit de l'Assemblée nationale ou alors du Sénat. Il est clair que les deux chambres peuvent constituer des commissions spéciales pour des sujets d'intérêt national. Est-ce que la crise anglophone n'est pas d'intérêt national? Si oui, c'est d'intérêt national. La preuve, c'est quoi? C'est que on a vu le président de la République mettre sur pied la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du pluralisme. On n'aurait pas dû le mettre si les régions qui ont compétence sur les langues et les cultures nationales avaient été créées, parce que ça fait également partie des compétences des conseils régionaux. On a vu le président de la République accéder à certaines revendications corporatistes, mais nous avions dit au SDF à l'époque que ces revendications corporatistes sont des solutions à minima, qu'il s'agit d'un problème politique, et on résout des problèmes politiques avec des solutions politique. Nous l'avions dit depuis le déclenchement de cette crise. Mais le chef de l'État et le gouvernement estiment qu'il y a plusieurs solutions politiques qui ont été prises jusqu'ici, notamment à travers la création de certaines sections spécialisées pour la common law dans l'architecture judiciaire du Cameroun, dans les universités. C'est des solutions corporatistes, et le SDF a bien dit dès le départ de cette crise, dès le début de cette crise, que les solutions corporatives étaient des solutions à minima. Il faut, de quoi a-t-on peur au Parlement? Le RDPC a la majorité, une majorité obèse au Parlement. Quand on est en démocratie, on écoute l'autre. Quand on est en démocratie, on écoute l'autre. Et après, on fait prévaloir son point de vue, son nombre, etc., etc. Mais quand vous refusez systématiquement de prendre vos responsabilités au niveau du Parlement, parce que les députés de la nation représentent le peuple, et c'est pas pour rien que il est indiqué dans la Constitution qu'ils peuvent saisir, n'est-ce pas, le gouvernement par voie de question orale ou écrite, ou alors par la constitution des commissions spéciales ou des commissions d'enquête parlementaires. Pourquoi ils refusent alors qu'ils sont majoritaires? Ça veut dire tout simplement, ils savent de quoi il s'agit, mais comme ils ne veulent pas manifestement s'exprimer par lâcheté ou par opportunisme, ou alors parce qu'ils sont tenus de par les affaires, ou alors de par des marchés qu'ils gagnent là-bas, ils sont dans l'incapacité, ils sont timorés. Et c'est ça la catastrophe dans ce pays. Parce qu'on a une constitution qui consacre la séparation des pouvoirs. Comment pouvez-vous imaginer que les députés qui sont majoritaires refusent de dialoguer avec ceux qui sont minoritaires? C'est la raison donc pour laquelle je dis ceci, les députés du SDF ont une posture républicaine, parce qu'il fallait bien évidemment que les Camerounais sachent que ceux qui refusent le dialogue sont ceux qui sont en face, sont ceux qui sont au pouvoir, et que ceux-là refusent même que leurs propres députés, ou alors les députés de ce parti majoritaire à l'Assemblée nationale refusent. Nous avons voulu prendre le peuple camerounais, je veux dire l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous n'avons pas besoin, nous au SDF, d'écouter les sirènes, des bien-pensants qui savent tout, qui maîtrisent tout, alors qu'ils n'ont de la politique que ce qu'on leur apprend de temps à autre dans les livres ou dans les salons. Merci Robert Wafo. Je rappelle que vous êtes ministre chargé de l'information au shadow cabinet du SDF. Et je tiens à rappeler que... Je vous en prie. Oui, je tiens juste en une seconde à rappeler. Il nous reste quelques minutes, le temps bien sûr de mettre en image ce public reportage concernant la marque Itel qui célèbre ses 10 ans d'existence, d'expertise et de performance dans le domaine de la téléphonie. Et à cette occasion, elle propose une nouvelle marque de téléphone aux différents consommateurs férus de nouvelles technologies. On découvre tout cela dans ce public reportage. Itel Mobile célèbre 10 ans d'existence, 10 ans de pouvoir dans le secteur de la téléphonie mobile, en se basant sur son expérience à long terme à desservir le marché des téléphones camerounais. Itel Mobile innove avec de nouveaux smartphones S12 et S32. Double selfie, caméra impressionnante, selfie de groupe et portrait, une expérience de selfie inégalable.
10 années d'expérience, ça se fait avec ses meilleurs partenaires. We believe when we give the best product and service, we can win our consumers. So no matter the competition in the future is coming, we just focus on give the best product and service. We can win our future. Excellence Member, ça se fait aussi avec son ambassadeur, Mr. Leo. I'm a young artist. Besides the fact that it's a young company, it's a company that's still growing, and it's full of youth amongst them. I'm a growing artist and I'm a youth, so this communication is easy with a company like this. Comprendre le marché est la clé du succès d'une marque. Et la marque Itel Mobile a compris les besoins majeurs des consommateurs africains. Itel Mobile, le pouvoir de changer. Together we can. Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Vous suivrez ce soir, après l'émission Parole des femmes, le parcours exceptionnel de Nelson Mandela, un documentaire intégral sur sa vie, ses combats, sa philosophie, mais aussi son décès à suivre juste après Parole de femmes sur Equinox Télévision. Bonne soirée sur cette même antenne. À Château dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les populations arrivées sur les lieux peu avant l'intervention des sapeurs-pompiers racontent les circonstances du drame. Aux environs de 21h, on m'a annoncé qu'il y a un incendie qui se passe au niveau du château. Et moi-même, comme j'ai ma petite boutique dans les environs, je suis arrivé d'abord pour voir si vraiment il n'a pas été touché. On m'a dit que c'est les fils de courant. Dans le bus, on m'appelle, on me dit que voilà ton contact est en train de brûler. En tout temps, alors je passe là, comme une doigt là, Yaoundé, je vois le feu. C'est là où je m'arrête. Je viens et constate que mon contact est en train de brûler. Quand je viens, non, alors je vois que c'est à tout prix, il y avait les sapeurs-pompiers, tout ça là. Bon, j'ai essayé de voir s'ils pouvaient récupérer certains trucs, mais ça avait tout pris, feu, donc il n'y avait plus rien à récupérer, quoi. La furie des flammes a été sans pitié pour ces commerçantes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Elles perdent ainsi tout espoir de faire de bonnes affaires en ce mois marqué par les préparatifs des fêtes de fin d'année. C'est parce que la maison où j'habitais, on ne fait pas un an que je suis sorti. Il y avait tout le reste des choses encore là. Plus mon magasin, donc tout ça c'est à terre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne connais pas prêter l'argent pour faire le marché. Je ne connais pas. Sinon, je pouvais aller même quelque part prêter l'argent pour faire le marché. Je me débrouille. Tout est par terre, je ne sais pas. Je vais d'abord rester comme ça en attendant. Si aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, les dégâts matériels par contre avoisineraient plusieurs millions de francs CFA. Des sommes faramineuses brassées dans cet espace marchand dépourvu de voies d'accès et de bouches d'incendie. Les boutiques ici sont construites en matériaux provisoires avec à la clé des installations électriques peu sécurisées, véritables portes ouvertes aux sinistres de toute nature. Des enfants réfugiés qui se soucient de ces orphelins, des soldats tombés sous le champ d'honneur au Cameroun. Des cadeaux ont été remis au général de division commandant de la 2e région militaire interarmée ce mardi. Un geste des enfants du primaire de l'arrondissement de Douala 1er et ceux des réfugiés qui a été apprécié par les responsables du haut commandement militaire dans la 2e région militaire interarmée. Cette opération de cœur des enfants a été adressée à l'endroit d'autres enfants qui sont des orphelins, des soldats tombés sous le champ d'honneur. Cela marque la 32e journée internationale du volontariat et de la solidarité, une cérémonie de remise des dons qui a été présidée par le secrétaire général des services du gouverneur du littoral. Je vous propose à présent d'écouter le secrétaire général de la région du littoral, Thierry Nkinunana, qui revient sur cette cérémonie. Le commentaire, c'est déjà une sensation de joie, une sensation de bonheur, de satisfaction quant à l'esprit de solidarité, quant à l'esprit, n'est-ce pas, d'intégration nationale dont fait montre ces enfants.
à travers, n'est-ce pas, le geste qu'ils ont eu à faire à l'armée camerounaise. C'est une cérémonie qui, il faut le dire, a été d'un genre particulier. On a vu, comme je le disais tantôt, des enfants démontrer, n'est-ce pas, toute leur solidarité à l'encontre, n'est-ce pas, des enfants des soldats tombés au front. C'est juste pour vous dire que moi-même j'ai subi ce genre de choses. Je sais que perdre un parent, ce n'est pas facile. J'ai aussi perdu mes parents pendant les guerres. Et si les enfants perdaient leurs parents pendant ces guerres, c'est bien de les réconforter. Et je les ai offert ce cadeau. Franchement, c'est plus profond de mon cœur. Parlons à présent de ces militaires tombés sous le champ d'honneur sur le théâtre de la crise anglophone. La Commission nationale des droits de l'homme condamne l'escalade de la violence dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle appelle le gouvernement à mener des enquêtes pour identifier les auteurs de ces attaques meurtrières et les traduire en justice, alors que le gouvernement privilégie une contre-offensive militaire sur le théâtre de la crise. La Commission nationale des droits de l'homme est plus favorable à un dialogue constructif pour traiter des causes profondes de cette crise. Nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal avec le ministre de l'Information du shadow cabinet du SDF qui évoquera le blocus et le boycott mené par des députés de ce parti politique à l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, ils sont 100 jeunes entrepreneurs camerounais qui s'inspirent. C'est que quelque chose n'a pas changé. Tout au contraire, les informations communiquées à mon parti général permettent de constater une augmentation considérable. Le nouveau procureur entend travailler en étroite collaboration avec les populations du département du Nkam. À l'endroit des populations du département du Nkam, c'est un soutien loyal, inconditionnel. Je puis assurer à ces populations que le parquet de Yabassi reste ouvert et qu'à tout moment, mes collaborateurs et moi-même sommes disposés à les écouter et à rendre une justice saine avec beaucoup de responsabilités. Les populations du département du Nkam attendent maintenant de juger le maçon au pied du mur. Plus de 1000 ménages sensibilisés sur les modes de transmission du VIH-Sida durant une campagne de dépistage gratuite organisée par SOS Village d'Enfants. L'accent a été mis sur la transmission de la maladie entre la mère et l'enfant. Reportage de Gladys Sidier. Malgré la multiplication des campagnes de dépistage du VIH-Sida et la sensibilisation faite autour de cette maladie, plusieurs Camerounais estiment qu'il est préférable de ne pas savoir si on est porteur du virus ou pas parce qu'il s'agit d'une maladie incurable. Ça ne sert à rien de se faire dépister alors qu'on ne peut pas prendre soin de ceux dont on dépiste. Tout à longue, les antirétaux créent plutôt autre maladie plus que le sida, comme l'insuffisance rénale. Mais on ne le dit pas. Mais pourquoi le faire alors qu'on doit se soigner? Pourtant, selon les médecins, il est important de connaître son statut sérologique. La sensibilisation de proximité est une méthode adoptée pour passer le message sur la lutte contre le VIH-Sida. Au début, nous avons vu une population assez réticente, mais au fur et à mesure que le temps passe durant ces 4 à 5 jours de campagne, nous voyons une émulation collective et de plus en plus des populations qui s'impliquent. On s'est rendu compte que c'est un peu difficile. Quelqu'un avec qui tu es tous les jours, il préfère partir dans un centre qui est éloigné de son lieu de résidence pour faire le test. Parce qu'il se dit, l'infirmière qui est là me connaît déjà. Les mécanismes de prévention à travers les multiples campagnes de sensibilisation sont présentés aux populations avec des échanges qui permettent aux uns et aux autres d'avoir les dernières informations sur la maladie. C'est le cas pour plusieurs femmes qui ont été sensibilisées sur la transmission de la maladie de la mère à l'enfant. J'encourage et j'exhorte toute la population, jeunes, moins vieux, adultes, à se faire dépister parce que le sida, il est là, il est présent, on vit avec. La particularité de SOS Village d'Enfants Cameroun dans ses programmes, dont le programme de renforcement de la famille, réside dans sa vocation à prendre en charge ces enfants-là qui ont perdu toute prise en charge parentale, ces enfants qui courent le risque de perdre cette prise en charge-là. Il s'agit communément des enfants orphelins, des enfants handicapés, et nous mettons également l'accent sur les familles qui sont essentielles
pour le bien-être et le développement de cet enfant. Le taux de prévalence du VIH-Sida a certes baissé, mais les médecins recommandent vigilance et surtout l'adoption des comportements sexuels responsables. C'est la fin de l'examen de la loi de finances 2018 en commission à l'Assemblée nationale. Reste attendu le débat en plénière et cette séance plénière est très redoutée par des députés du parti au pouvoir en raison d'un blocus et d'un boycott mené par des députés de l'opposition, notamment ceux du SDF, qui revendiquent l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone. Ils avaient déjà manifesté au début de cette session parlementaire de novembre 2017, empêchant le Premier ministre, chef du gouvernement, de pouvoir présenter le programme économique, social, culturel et politique du Cameroun pour le compte de l'année 2018. Ils sont également illustrés par leur absence durant les séances de questions orales adressées aux membres du gouvernement, mais ce que l'on redoute le plus à l'Assemblée nationale, c'est un nouveau blocus lors de l'examen de la loi de finances, projet de loi de finances 2018 à l'Assemblée nationale. Comment s'est terminée cette l'une des premières étapes en commission des finances? Compte rendu avec Guy Zogo. C'est un oral haletant auquel ont été soumis les ministres devant la commission des finances et du budget jusqu'à ce 5 décembre. Au sortir de cette épreuve, les examinés se montrent à leur avantage. Le ministre de l'Agriculture souligne le travail fait dans les programmes conduits par son département ministériel. En ce qui concerne les programmes et projets opérationnels du MENADER, ce que nous avons promis l'année dernière a été fait, à savoir une restructuration de ces programmes, une évaluation, et nous les avons déclinés de façon à en améliorer l'efficacité, en mettant l'accent notamment sur ce qui concerne la production de semences de qualité à haut rendement, pour intensifier la production agricole nationale. De plus, il annonce un grand rendez-vous autour des questions agricoles. Qui a un temps fort en perspective, qui permettra que ce qui se fait à travers les différents départements ministériels soit mis en œuvre en musique. C'est une table ronde sur la culture camerounaise. Au ministère des Postes et Télécommunications, un plan de redressement de la Poste est annoncé. Nous sommes en train de travailler pour que la Poste soit un centre de vie sociale, d'inclusion financière. Dans les prochains jours, il y a un plan de redressement de la Poste pour qu'elle puisse offrir des services innovants qui rencontrent les attentes des usagers. Mieux, on y fait la promesse que la Poste revivra. La Poste va revivre, même dans les coins isolés, et une dimension financière, une dimension physique, parce qu'il faut bien délivrer le courrier des modules d'adressage électronique au niveau de l'inclusion financière. C'est le métier même de la Poste, et dans les prochains jours, c'est un travail de fond qui est en train d'être fait. Pour sa part, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières entend s'impliquer davantage dans la contribution au budget de l'État. Nous allons mettre un accent sur ce que nous pouvons appeler des nouvelles priorités. Nous avons cette priorité sur la contribution des recettes domaniales au budget de l'État. Nous allons également mettre un accent sur l'amélioration du climat des affaires. L'année dernière, on a déjà apporté quelque chose sur l'amélioration du classement du Cameroun dans le Doing Business. Nous allons poursuivre cela avec des actions spécifiques. La grand-messe de l'examen du budget bouclé devant la commission du budget de l'Assemblée nationale, c'est désormais l'adoption de celui-ci en plénière qui est prévue. Le gouvernement propose une enveloppe globale de 4 513 milliards de francs CFA, soit 2 195 milliards pour le fonctionnement, 1 291 milliards pour l'investissement et 1 027 milliards pour la dette publique. Cette enveloppe devrait être confirmée, même si quelques rebondissements ne sont pas à exclure. Les actions de blocus et de boycott des députés SDF restent redoutées à l'Assemblée nationale, mais quels sont leurs effets sur la politique du gouvernement qui a privilégié la contre-offensive militaire sur le théâtre de la crise anglophone, alors que des voix s'élèvent au sein de la société civile et l'opposition pour demander la mise en place d'un dialogue politique national?
Nous en parlerons en deuxième partie de ce journal avec le ministre du chef de cabinet du SDF chargé de l'information, Robert Wafoué, l'invité de ce journal. Mais avant, le sport avec cette annonce de la résiliation du contrat du sélectionneur-entraîneur des Lions indomptables. Cette nouvelle divise les acteurs du football camerounais. Certains n'y croient pas vraiment. Ils attendent la confirmation du ministre des Sports qui est le destinataire des résolutions du comité de normalisation de la FECAFOOT. Cependant, d'autres estiment qu'au regard des résultats peu reluisants de ce technicien belge, il aurait dû être limogé il y a bien longtemps. Élisée Bokba et Ike Cyril. Hugo Broos, limogé par le comité de normalisation de la FECAFOOT. Certains acteurs du football en doutent encore, d'autant que le document qu'il annonce est un courrier interne adressé au ministre des Sports et de l'Éducation physique et non à l'intéressé lui-même. Pour moi, on n'a pas encore limogé Hugo Broos. Je crois qu'il s'agissait d'une correspondance qui essayait de dire à M. Hugo Broos que son contrat ne sera pas renouvelé quand il arrivera à terme. Donc, pour l'instant, il n'a pas été limogé. Malgré ces mises en garde, il est clair que Hugo Broos n'officiera plus sur le banc de touche des Lions indomptables. De l'avis de certains observateurs, le ministère des Sports et de l'Éducation physique serait même derrière cette manœuvre. C'est un arrangement interne. Ça a été fait depuis. Tu sais, c'est l'État qui paye. Du modèle israélien dont l'industrie high-tech est l'une des plus performantes dans le monde. L'on note que des stratégies de conception, d'innovation et de commercialisation de ce savoir-faire leur ont été présentées durant une formation initiée grâce à la coopération entre le Cameroun et Israël. Des précisions avec Marcelin Gansop dans ce reportage. Ils ont relevé le premier défi en réussissant à inscrire leur nom parmi les 100 jeunes entrepreneurs réunis à Yaoundé. Leurs projets sont aussi ambitieux que l'engagement et la volonté qui les animent de se faire une place au soleil dans le domaine de la haute technologie et de l'innovation. L'un c'est sur l'agriculture et l'autre c'est sur un nouveau domaine économique qu'on appelle la crypto-monnaie. Vous savez qu'avec le phénomène du réchauffement climatique, les pluies ne sont plus constantes et même au niveau de la fréquence. Donc, pouvoir produire même à contre-saison implique le high-tech. À travers ces opportunités, nous allons accompagner les jeunes. Comment avoir des financements au niveau de TIC, comment investir à travers l'économie numérique et comment vendre aussi les produits à travers les TIC. Il s'agit pour la plupart de jeunes entrepreneurs assoiffés de réussite qui ont parfois besoin juste d'un déclic pour voir leurs rêves devenir réalité. L'ambassade d'Israël balise le chemin de cette réussite à travers cette formation de 4 jours sur l'entrepreneuriat en haute technologie et l'innovation. We identify potential partners. This is what we want to do together. Israël s'est rendu compte que ce secteur est porteur et qu'il y a urgence de s'investir là-dedans. Nous sommes au moins fiers pour au moins 3 raisons. C'est que aujourd'hui, on se rend compte que les participantes femmes sont plus nombreuses parce que partout aujourd'hui dans le monde, il faut encourager l'entrepreneuriat des femmes. Because I think it's very important for every society in the world to promote women in high tech. Le défi est suprême, celui de créer une dynamique productive de formation et d'appui en faveur des jeunes entrepreneurs, ceux dans les domaines de la haute technologie. Cette initiative, spécialement, nous l'apprécions parce qu'elle touche un domaine sensible à la politique économique du Cameroun, le domaine qui est l'entrepreneuriat et l'innovation. Aujourd'hui, le high-tech est venu globalement occuper le terrain. Nous pensons que c'est une excellente initiative et le gouvernement accompagnera l'État d'Israël qui fait ces formations dans notre pays. Nul doute que parmi les 100 participants émergeront quelques génies dont les compétences sont déjà reconnues. Des entrepreneurs qui vont puiser à la source de l'expertise israélienne, dont l'industrie high-tech est l'une des plus performantes dans le monde entier. Restons à Yaoundé où le transport urbain de masse a repris vers la fin de matinée. Des bus sont sortis pour effectuer
l'embarquement et le transport des passagers dans les différentes artères de la capitale. Une situation qui s'est quelque peu décrispée après une première réunion présidée par le sous-préfet de Yaoundé Ier. Les dirigeants de cette structure et les grévistes, réunion tripartite. Cependant, le climat social pourrait encore se détériorer car les modalités d'apurement des arriérés de salaire des employés de cette entreprise n'ont pas encore été réglées. Une réunion de crise se poursuit jusqu'à 7 heures selon nos dernières informations. Et les populations du département du Nkam qui fondent leur espoir en l'installation d'un nouveau procureur de la République au regard de cette localité et ce département qui vit au rythme de nombreux litiges fonciers. Des précisions avec Gladys Sidier dans ce reportage. Demba Abachar, procureur de la République, près les tribunaux de grande instance du CAM et de première instance de Yabassi, installé dans ses nouvelles fonctions. Son parcours parle pour lui. L'homme originaire de Yagua, dans son nouvel univers, devra s'attaquer à deux problèmes principaux, les litiges fonciers et le grand banditisme. Monsieur le procureur de la République, vous allez diriger un parquet dans une zone caractérisée par une criminalité spéciale dont les principales infractions sont domestiques, à savoir le vol, l'escroquerie, les crimes capturés, sans oublier le trafic de sorcellerie. Les statistiques enregistrées il y a 2 ans, statistiques sur le volume des affaires inscrites dans les rôles de cette juridiction, le contentieux foncier est de 65% en matière pénale et... Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des puits de la mort font une nouvelle victime à Koutaba, dans le département du Noun, en fuyant des bruits d'une moto. Un enfant de 6 ans a perdu l'équilibre avant de tomber dans une fosse et la chute a été fatale. Ces drames se multiplient dans cette localité et remettent au goût du jour la construction anarchique des puits d'eau et des fosses septiques dans cette localité. Alors que le gouvernement privilégie la contre-offensive militaire sur le théâtre de la crise anglophone, la société civile et l'opposition sont plus favorables à la mise en place d'un dialogue constructif national et inclusif pour traiter des causes profondes de cette crise sociopolitique. Mais les actions de blocus et de boycott du SDF au Parlement sont-elles capables d'influencer le pouvoir en place ? Le ministre du shadow cabinet du SDF en charge de l'information est l'invité de ce journal. Nous ferons également le point sur l'ambiance à l'Assemblée nationale en raison d'une session plénière qui s'est tenue ce mardi. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces puits de la mort qui font une nouvelle victime à Koutaba, localité située dans le département du Noun, en fuyant les vaubrissement d'une moto. Un garçon de 6 ans a perdu l'équilibre avant de tomber dans une fosse abandonnée. La chute a été fatale. Pour cet enfant, les autorités administratives se plaignent de la multiplication de tels drames, lesquels remettent au goût du jour la construction anarchique des puits d'eau et des fosses septiques dans cette localité. Mama Soufor, d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Sur cette image, le corps inerte du petit Mamadou Sani, 6 ans. Sa dépouille vient d'être repêchée du fond de ce puits abandonné. À première vue, c'est une chute à plus de 15 mètres de profondeur qui aurait coûté la vie au garçonnet. Cet homme, à côté du gendarme enquêteur, c'est Oumarou, le papa du défunt. Le pauvre est presque sans voix. Selon des témoignages, c'est un cri strident de l'enfant dans sa chute qui alerte le voisinage.
Quand la moto s'est sortie comme ça, l'enfant fuit la moto. Il y a un grand petit qui vient derrière. Après, le père est parti regarder comme ça. Il dit que tu ne regardais pas parce que quand il tombait, il ne regardait pas que la mère. C'est le père là qui me dit que la mère, il est quitté là-bas, il dit que tu ne regardais pas là-bas. Il dit que c'est l'enfant qui est tombé. C'est une 7e victime de trop des suites de morts accidentelles dans un puits. Telle que la situation est récurrente, on comprenne un acte pour demander à toutes les populations de Koutaba de sécuriser leur puits, de prendre les autorisations, de mettre en place des puits à partir de la mairie. Je crois qu'à partir de cela, nous allons définitivement éradiquer ce problème. Pour cet homme, le manque d'eau à Koutaba est à l'origine de la prolifération des puits de la mort dans les quartiers de la ville. Now that also we get for Dika before we go get water for down. If go no give we water, we never get water. So nothing where they make all we picking the die now for inside well. Au cours de la réunion de crise entre le maire Ibrahim Koutabtou et des dignitaires du quartier Tenji, un comité vient d'être constitué pour assurer le suivi de l'arrêté municipal, imposant désormais la sécurisation de tous les puits et autres fosses de la mort dans la ville de Koutaba. Encore un espace marchand victime d'un incendie. La scène se déroule dans le 3e arrondissement de Douala. Près de 6 boutiques ont été ravagées par les flammes et la cause de l'incendie serait le court-circuit provoqué par un retour brusque de l'énergie électrique. Des précisions avec Donald Anouzoa et François Dicomé. Voici ce qui reste après le grave incendie qui a ravagé un carré de 6 boutiques contenant des céréales et des vivres secs au marché de